Salut les passionnés, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est pas rigolo, on va peut-être moins s'amuser que d'habitude quand on fait des films de chasse. Ça va peut-être être à l'origine d'un nouveau type de vidéo, plus sous forme voilà, d'alerte ou de SOS, je sais pas comment on va faire, mais enfin voilà. En tout cas aujourd'hui on va parler de la peste porcine africaine qui est à nos portes et voilà, c'est quelque chose d'assez grave et je pense que c'était important comme on lit beaucoup de choses et on entend beaucoup de choses qui sont complètement erronées, de faire un point et un état des lieux, de voilà, vous expliquer clairement ce que c'est que cette maladie, quels sont les risques et quelles sont voilà, les choses à faire ou à ne pas faire. Allez, c'est parti. Première partie, la PPA, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que la peste porcine africaine? Donc la peste porcine africaine est un virus, tout d'abord, un virus qui n'est pas une zoonose. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas transmissible à l'homme. Voilà, ça va déjà rassurer pour cet aspect-là, ni les chiens, ni les hommes, ni aucun autre animal que tout ce qui est dans la famille des cochons élargis, à savoir potamochère, phacochère, sanglier et porc. Donc nous, ce qui nous intéresse en Europe, forcément, c'est les sangliers et les porcs. Et vu la virulence avec laquelle ça touche ces animaux-là, ça peut avoir des conséquences, ça risque, si jamais ça vient chez nous, d'avoir des conséquences très importantes en termes économiques et tout le reste, donc sur la chasse évidemment et la filière élevage porcin. Voilà, donc un élément qui est important de savoir, c'est qu'il n'existe pas à l'heure actuelle, et qu'on n'est pas prêt visiblement de le trouver, de vaccin. Deuxième partie, historique de la situation. La peste porcine, au sens large, la peste porcine commune existe depuis longtemps, la peste porcine africaine aussi. On l'avait en Sardaigne depuis un bon bout de temps déjà. Mais là, c'est une nouvelle forme de génotype qui est arrivée en 2007 en Géorgie. Donc ça fait plus de 10 ans que c'est arrivé en Géorgie. Et en traversant le Caucase, ça a contaminé donc, la Russie. Et après, ça a commencé à se développer donc, vers l'Europe de l'Ouest, en touchant donc, progressivement l'Ukraine en 2012, la Biélorussie en 2013. En 2014, ça a touché tous les pays baltes, donc l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie et aussi la Pologne. En 2016, ça a atteint la Moldavie et la République tchèque. En 2017, la Roumanie et en 2018, ça s'est encore rapproché avec la Hongrie, la Bulgarie et là, tout récemment, on a pris avec les deux premiers cas vérifiés donc à Étal en Belgique. Donc voilà, elle est à 10 km de la frontière française à l'heure actuelle. Troisième partie, quels sont les symptômes? C'est assez particulier justement parce qu'il y en a relativement peu. En fait, il y a très peu de symptômes physique, il n'y a pas vraiment de lésions et c'est très rare d'observer en fait des animaux moribonds puisque cette maladie a une mortalité très forte. Donc en général, quand les animaux sont infestés, ils meurent en 1 ou 2 jours, donc c'est pas évident de les trouver moribonds. Voilà, sur l'extérieur, il peut avoir du sang vu que c'est une fièvre hémorragique. Il peut avoir du sang donc sur les parties extérieures ou dans les oreilles, des taches de vin, etc. Mais c'est pas obligatoire. Voilà, si jamais on l'ouvre, par contre, il y aura une rate, tout ce qui est organes lymphoïdes, une rate qui va être beaucoup plus grosse que la normale. Vous avez l'habitude de les voir quand vous ouvrez des animaux et souvent de nature un peu plus friable. Et puis des ganglions. Donc comme c'est hémorragique, ça va être des ganglions pleins de sang, donc des ganglions rouges, alors que dans la plupart des maladies, ceux qui ont fait la formation venaison, on voit souvent des ganglions blancs. Voilà, donc c'est une fièvre hémorragique. Donc ça veut dire, fièvre, c'est comme pour vous, quand vous avez de la fièvre, vous avez la hausse de température, et hémorragique, donc avec des pertes sanguines, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ça dépend des cas. Donc le fait qu'il va avoir cette hausse de température va provoquer donc, chez les animaux une perte de l'appétit et une très grosse soif, et une envie d'une part de se réhydrater et d'autre part de diminuer la température. Donc ils vont aller se baigner et boire dans des états très mauvais. Donc si vous voulez, en fait, la plupart du temps, ils vont se noyer, ils ne vont pas être capables de ressortir de l'eau. Donc on va les retrouver très souvent dans l'eau. S'ils sont moribonds, la plupart du temps, on va les voir un peu traîner du cul. Voilà, vraiment, il n'y a pas énorme de symptômes voilà, ils sont juste pas bien, dans des difficultés à se mouvoir et voilà, mais en général ils meurent très rapidement. Donc
C'est pour ça qu'on va avoir une attention particulière, comme je vous dis, autour des points d'eau, puisque très souvent donc, ils viennent donc se boire et se rafraîchir près des points d'eau et en général ils y meurent. Quand on les retrouve ailleurs, la plupart du temps ils sont ce qu'on appelle prostrés, donc sur le ventre, et c'est une forme assez typique en fait. Voilà, c'est sûr, si vous retrouvez des animaux les uns à côté des autres et puis couchés sur le ventre comme ça, bon, c'est assez typique. C'est une maladie qui touche absolument tous les animaux donc dans une compagnie. Ça ne va pas toucher les plus faibles ou les plus petits, hein. Ça va être gros, moyen, petit, femelle, mâle, jeune, adulte, ça touche tout le monde. Et même ceux qui sont en excellente condition de santé vont mourir très très rapidement. Donc voilà, c'est important pour faire la transition. La PPA, la peste porcine africaine, est une maladie, souvent on les classe un petit peu en forme de contagion et de mortalité. Pardon. Donc elle va avoir une forte mortalité et une contagion relativement faible. On va la voir juste là, mais comparativement par exemple à la fièvre afteuse, c'est une maladie qui n'était pas extrêmement mortelle, qui touchait plutôt les jeunes bovins, mais par contre elle avait une très très forte contagion, avec notamment tout ce qui était aérien. Voilà, ça pouvait se déplacer très facilement dans l'air, ce qui est apparemment pas le cas visiblement pour le moment sur la peste porcine africaine. Donc voilà, contagion modérée, pas à prendre au sérieux tout de même, mais voilà, une très 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 forte mortalité. Quatrième partie, comment ce virus se transmet. Voilà, d'un point de vue de la transmission, encore une fois, donc c'est une maladie relativement peu contagieuse par rapport à d'autres, mais extrêmement mortelle. Elle va avoir une virulence très élevée, une résistance très importante, et c'est ça qui la rend extrêmement dangereuse, c'est-à-dire dans tout ce qui est matière d'origine animale, elle va pouvoir rester extrêmement longtemps. Donc c'est ça qu'il faut bien étudier et que vous ayez tous en tête pour essayer de l'éviter un maximum. Qu'est-ce que sont en fait ces matières d'origine animale? La première, des produits alimentaires, littéralement, puisque en fait le virus est résistant à la salaison et à la congélation. Ça veut dire que vous faites du jambon de sanglier ou de porc contaminé, le virus reste dedans, vous le mangez, il n'y a pas de souci. Ça n'a aucun effet sur vous, comme on le disait au début, mais par contre, vous rejetez la peau du jambon ailleurs, voilà, elle est contaminée et contaminante. Et pareil, la même chose, si vous congelez votre viande, vous préparez votre viande, vous mangez qu'une partie, en la cuisant, vous tuez le virus, vous la mangez, il n'y a pas de souci. Mais si vous jetez le reste dans la nature et que c'est mangé par un sanglier, c'est toujours contaminant, même parfois 6 mois après congélation. Deuxième source d'origine animale, c'est le sang. Le sang, il suffit, vous savez très bien que quand on chasse, on en a beaucoup. Il suffit d'en avoir un petit peu sur ses bottes et de le ramener, si vous êtes allé chasser à l'étranger ou si vous êtes allé chasser, mettons, en Belgique. Mais voilà, le sang sur les semelles, sur les voitures, le bas de caisse, les pneus, tout ce qu'on veut, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'on vous demande tout le temps de nettoyer, désinfecter, c'est très important. La troisième source, c'est les cadavres. Donc voilà, le sanglier peut être un vecteur à la fois quand il est vivant et à la fois quand il est mort, parce que c'est un nid à virus une fois qu'il est mort et qu'il est contaminé. Et comme les sangliers ont la fâcheuse habitude d'être nécrophages, d'être charognards, quoi. Si jamais ils se nourrissent de leurs copains qui sont morts, c'est ce qu'ils font quand même dans la forêt, ils se contaminent à leur tour. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir une gestion des cadavres importante. Et enfin, il y a les déchets animaux, donc tout ce qui est fesses, urine, et aussi les effluents des eaux grasses. Par exemple, si c'est un élevage qui a été atteint, et qu'on tue, mettons, tous les animaux et qu'on nettoie ça même avec de l'eau, ça peut se transmettre relativement loin, et donc il faut faire très attention à tout ça. Voilà pour ces risques donc de transmission. C'est ça qui va nous faire dire en fait quelles sont les choses à surveiller en France et ailleurs d'ailleurs. Donc sachant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que les animaux peuvent se contaminer eux-mêmes de manière naturelle, on va dire. S'il y en a qui est contaminé, il va toucher à un autre, ça va se diffuser. Mais cette diffusion, elle est extrêmement lente au regard à la différence de l'autre, qui sont les facteurs humains et les erreurs humaines. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment se focaliser là-dessus. C'est-à-dire que naturellement, là, on l'a tous entendu, elle avance de 1 km, 1,5 km par mois. Donc quand elle était à 1000 km, ça nous laissait, si je ne me trompe pas de facteur 10, ça nous laissait presque 80 ans d'avancée naturelle. Donc voilà, c'est très lent. C'est pas à négliger, bien entendu, mais par contre, c'est pas la cause principale de l'évolution de la maladie
c'est voilà, si elle évolue d'1,5 km par mois, pardon, elle peut par contre faire 1000 km, et c'est ce à quoi on a assisté pour la Belgique, elle peut faire 1000 km en un jour. Et c'est ça qui est vraiment dramatique, et c'est pour ça qu'il faut bien connaître quelles sont les causes de sa propagation pour essayer de les éviter, de sensibiliser tout le monde là-dessus. Donc voilà, ça peut aller très très vite et c'est dramatique. Nous, on s'attendait tous. Moi, encore une fois, j'avais écrit un article au mois d'avril sur Rêve de chasse en vous donnant tous ces éléments-là. Et bon, je ne pensais pas qu'elle arriverait si vite, mais bon, en tout cas, elle n'est pas encore là, mais il va falloir qu'on mette les bouchées doubles pour faire très très attention et communiquer largement pour éviter que ce soit le cas. 5e partie, où en est-on aujourd'hui en Belgique et en France? On va faire un état des lieux en France, en tout cas en Europe de l'Ouest. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, je vais vous faire une image qui est assez parlante à mon sens, un peu tournée au burlesque. Alors c'est pas que la situation le mérite, au contraire, mais voilà, c'est pour essayer de faire comprendre. Je vais comparer ça à une attaque de zombies. Vous avez tous vu ces films d'horreur où il y a des zombies. Bon, je ne veux pas faire du catastrophisme non plus, mais voilà, quand il y a les zombies qui arrivent, et souvent on s'enferme dans les maisons, etc., ça va être assez parlant. Sauf que là, en fait, c'est plutôt le début de l'attaque des zombies, c'est-à-dire qu'on les a repérés, c'est eux qui sont dans la maison, et puis nous, on est autour, on va essayer de les cloîtrer dans la maison. Voilà ce qui est en train de se passer en ce moment. La Belgique et la zone contaminée, c'est une maison dans laquelle on sait qu'il y a X ou Y, enfin peu importe, on sait qu'il y a un certain nombre de zombies, et si jamais ils mordent des copains, ils deviennent zombies à leur tour. C'est un peu ça, hein. On sait qu'il y a X ou Y zombies dans une pièce, et ce qu'on veut à tout prix éviter, c'est que ça déborde, ça sort de la maison, ça atteigne tout le village, etc. La première chose à faire, c'est éviter un maximum toute activité dans cette maison, quitte et sacrifier les personnes qui y sont à l'heure actuelle. Si jamais il y a mamie dans le transat à l'intérieur, écoutez, tant pis, elle est à proximité des zombies, elle est condamnée, il faut penser à l'intérêt général et à la population globale. Donc voilà, tant pis, quitte à sacrifier une zone, il faut à tout prix éviter de fréquenter cette maison, d'ouvrir des portes et de les refermer, avec un risque soit qu'un zombie sorte et puis contamine le village, soit que vous, à votre tour, vous deveniez un contaminant, un vecteur potentiel en vous faisant mordre par un zombie. Par contre, on ne va pas rester complètement inactif, donc on évite repas de famille, fiesta, etc. Par contre, on va laisser rentrer des robots indétectables par les zombies, par exemple, et qui vont avoir pour rôle de faire des tests pour voir si oui ou non c'est des zombies ou c'est pas des zombies, et d'enlever aussi les cadavres, de nettoyer, parce que le cadavre va bientôt se transformer en zombie, ou en gros va contaminer les autres, etc. Donc c'est important qu'il y ait aussi une action qui soit faite dedans. Mais si vous voulez, en faisant ces tests, ils vont pouvoir déterminer quelles sont les pièces de la maison qui sont ou non infectées par des zombies, et comme ça va nous permettre de savoir où est-ce sur quelle porte on va être obligé de mettre des verrous pour essayer de bloquer physiquement les zombies. C'est vraiment ce qu'on va essayer de faire à l'échelle des sangliers. Par contre, voilà, donc ça c'est cette image de la maison et des pièces, c'est la Belgique qui est contaminée, et voilà, on va chercher les pièces, donc il faut éviter toute fréquentation du public, c'est ce qui a été fait. Pour moi un petit peu tard peut-être, mais voilà, en tout cas ça a été fait. Par contre en France, donc voilà, on est une maison mitoyenne à celle-ci. Donc maison mitoyenne dit un mur fin, on ne sait pas trop, enfin voilà, ça peut passer, ça peut ne pas passer. Il faut qu'on soit très vigilant là-dessus. La France a été très réactive, il y a quand même des réseaux importants qui se sont fortement mobilisés. Et en fait, donc, on va faire la même pratique, c'est-à-dire que dans la maison mitoyenne, on essaie de ne pas prendre de risques, et on évite aussi toute soirée, tout mouvement dans ces maisons-là, pour éviter que des fois qu'il y ait déjà un zombie qui soit passé dans la maison d'à côté, quoi. Voilà, donc cette zone-là en France, cette zone mitoyenne, c'est les 135 communes dans le département des Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle. Puis après, il y a la Moselle qui est un tout petit peu impactée, mais qui est pas sous forme d'interdiction, je ne crois pas encore, de zone de non-chasse. Donc voilà, la zone de non-chasse, elle est évidente par rapport à l'image que je vous ai donnée. Le rôle, c'est voilà, de ne pas disperser les sangliers. Si vous allez chasser, il y a des chiens derrière qui vont courir. Vous allez potentiellement amener des sangliers qui sont des vecteurs potentiels de maladies, qui sont peut-être contaminés. Vous allez les emmener ailleurs. Donc c'est une évidence, l'interdiction de la chasse.
c'est quelque chose, ça va tous nous enquiquiner pour rester poli, mais voilà, il faut dans un souci d'intérêt général, encore une fois, il faut protéger, être solidaire et surtout pas aller les pousser ailleurs. Après on m'avait dit mais pourquoi pas aller à l'affût et les tirer. Et c'est la même chose, ok, ça va peut-être moins déranger si vous tirez à l'affût avec un modérateur de son et des choses comme ça, mais vous allez toucher la venaison, vous allez la bouger, vous allez répartir peut-être potentiellement du matériel contaminé et de la venaison. J'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est sûr que l'idéal, c'est de rester tranquille et de laisser donc, les personnes habilitées. Et nous, on a donc cette chance donc, d'avoir le réseau Sagir, qui est un réseau de surveillance d'épidémie, oui, surveillance d'épidémie, pour tout ce qui concerne les oiseaux et les animaux sauvages terrestres, quoi, voilà. Et donc c'est un réseau de surveillance qui est quand même bien développé en collaboration avec l'ONCFS et les fédérations. Donc voilà, on va avoir des personnes habilitées. Moi je sors d'une réunion où on a pu voir ça. Ça va être vraiment les gens qui vont être les espèces de robots que je vous ai dit, qui vont aller dans les zones contaminées ou les zones limitrophes pour faire des prélèvements. Je vous jure, il y a des règles de biosécurité qui sont énormes et c'est des cosmonautes qui vont arriver et qui vont faire... Donc là, il y a des grosses formations qui sont en cours, donc pas de souci là-dessus pour pouvoir intervenir sans être des nouveaux risques de dissémination de ce virus. Et enfin, donc autour, et ça vous allez comprendre aussi, je refais mon coup des zombies, autour de ces deux zones, donc la maison et la maison limitrophe, et ben c'est sûr que le village, c'est quand même moins à risque, moins il y a de bonhommes qui se baladent dans le village, et moins c'est un risque de croiser un zombie qui nous aurait échappé et de devenir recontaminant, quoi. Donc ça c'est tout le reste des départements qui sont concernés, donc dans lequel on va éviter en fait en gros qu'il y ait un gros nombre de sangliers. Donc c'est là où il va falloir chasser quand même intensivement, essayer de vérifier par la chasse si jamais vous ne trouvez pas d'animaux infectés, et là il va falloir quand même, donc ça va être une zone renforcée de surveillance où vous allez systématiquement, dès que vous trouvez un animal mort ou moribond, contacter la fédération ou l'ONCFS pour qu'il y ait des analyses qui soient faites. Donc il y aura moins de procédures peut-être de biosécurité, on pourra plus déplacer des animaux morts sans prendre des mesures de fou et de vérifier. Logiquement il y a quand même peu de chances pour qu'on les trouve là, mais par contre voilà, dans la zone concernée là où il y aura des formations très très spécifiques et assez lourdes, avec des gestes très précis pour éviter d'être contaminant. Voilà un petit peu ce qui va se passer. Donc j'essaie de faire cette image là avec donc la maison mitoyenne et le village. Donc on a tous un rôle à jouer, quel qu'en soit l'endroit dans lequel on se situe, si on veut éviter que la planète soit dévorée par les zombies, quoi. Si jamais on arrive encore une fois à maintenir ces zombies ou ces sangliers dans la Belgique ou dans la maison, voilà, c'est quand même vachement plus facile d'essayer de bloquer des zombies dans une baraque que d'être attaqué par différents flancs et qu'on se retrouve dans la situation où c'est à nous de nous enfermer pour éviter d'être attaqué par tous les côtés. Et ça, c'est ce qu'on veut à tout prix éviter, c'est ce que mettent en place les autorités. Voilà, plutôt travailler sur un foyer plutôt que de travailler sur un front et d'être entouré et d'avoir tout partout. Donc il faut vraiment éviter la dispersion et il va falloir vraiment respecter tout ce que les autorités vont dire pour éviter de faire une connerie monumentale et de menacer la chasse et les élevages en France. Également un autre point aussi, c'est que donc sur toute la zone d'observation renforcée dans les 4 départements que j'ai cités, on va aussi s'appuyer sur d'autres acteurs de la nature. Donc il y a vraiment une zone où on évite un maximum donc, la fréquentation des milieux, donc la zone à périphérie immédiate, et après tout le reste, là où c'est encore autorisé de chasser, on va aussi demander l'aide des pêcheurs, parce que les pêcheurs, comme je vous l'ai dit, on risque de trouver les animaux au bord de l'eau, donc c'est les premiers aussi qui pourront potentiellement nous les dénoncer et puis mettre en place les mesures qui conviennent. Donc plus tôt on détecte et mieux c'est. Les pêcheurs, les forestiers, je disais justement, qui fréquentent les bois, ils sont susceptibles de trouver aussi donc les animaux, et les autres associations de protection de la nature, enfin bref, tous ceux qui sont susceptibles d'aller un petit peu dans les bois, il faut vraiment qu'ils soient sensibilisés, qu'ils ne touchent à rien, on trouve un animal, on le géolocalise, et puis on transmet à la fédération ou à l'ONCFS. Vous pouvez suivre sur Facebook, etc. Je donne
des nouvelles assez régulièrement. Très honnêtement, voilà, si on trouve plus de cas dans la zone, pour moi ça me semble pas grave, ça engage que moi cette analyse, mais si on trouve plus, c'est sûr que plus on en trouve, moins c'est agréable, mais plus on va, pour moi la zone elle est quasiment condamnée, la zone où il y a les sangliers vont mourir, hein, et puis voilà, donc on peut trouver 15, 20, 30 cas, mais par contre ce qui va être beaucoup plus dommageable, c'est si jamais cette zone s'élargit et qu'on commence à trouver un cas à 10 km ou à 20 km au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, peu importe, ça veut dire qu'il y a différents foyers et là ça va être beaucoup plus dur à lutter. Pour le moment il n'y a pas de cas ni sur des porcs en Belgique et ni de cas sur des animaux sauvages, des sangliers en France. Donc on touche du bois, mais voilà, il va falloir être extrêmement vigilant et surtout respecter à la lettre les consignes que les autorités vous donnent, parce que sinon on va être dans une sacrée panade. Sixième partie, les recommandations, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Aussi l'intérêt déjà de bien vous expliquer ce qu'était la maladie, où on en était et puis maintenant qu'est-ce que vous devez faire, parce qu'on va être à la fois les sentinelles et les pompiers pour repérer et éteindre le feu. On a un rôle important, nous chasseurs, à jouer là-dedans, qui va être effectivement, comme vous l'avez compris, différent en fonction de la zone dans laquelle on se situe. Donc la première des choses à faire, c'est déjà ne plus aller, honnêtement, voilà, on ne peut pas interdire, mais n'allez pas chasser dans les pays infestés, c'est une hérésie, vous prenez des risques qui sont énormes. Je suis le premier, j'ai annulé un voyage, mais pour un plaisir individuel, on fait prendre des risques pour toute la communauté ici, peut-être de ceux qui n'ont pas les moyens en plus d'y aller, de pouvoir chasser à l'extérieur, et on peut potentiellement ramener cette horrible maladie qui menacera donc tous les sangliers et toute la chasse française. Donc il faut à tout prix éviter d'aller chasser dans les pays contaminés. Donc on a fait tout le point. Il n'y a pas que les pays de l'Est, hein, c'est aussi tout ce qui est Russie, Chine, Mongolie. Et voilà, et si jamais, en admettant que des gens y soient allés, et surtout de brûler leurs vêtements, j'en sais rien, mais à minima de tout laver et de désinfecter, pareil pour les chiens, si on a amené les chiens, mais il faut surtout pas le faire, mais si c'est fait, il faut tout désinfecter, donc les pattes des chiens, tous les chiens, s'ils ont touché partout où ils ont touché, et ne pas ramener les trophées, etc. Tout ça, c'est de la matière organique vivante qu'on peut potentiellement, de la matière organique animale, je veux dire, pas forcément vivante, qu'on ramène, qui peut contenir des virus ou tout ce qui a été en contact. Donc vous, vos vêtements, vos voitures. Donc voilà, il faut éviter un maximum, être raisonnable là-dessus. On aura peut-être malheureusement le temps plus tard de faire ça ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas pour le moment, surtout vu ce qu'il va falloir faire en France, il y aura suffisamment de quoi faire, n'allez pas à l'étranger, dans les pays contaminés. Évidemment, ne pas ramener de venaison de là-bas, ne pas importer de porc ou de sanglier, voilà, parce qu'il y a un risque gigantesque, c'est quand même le plus gros risque, hein, de jeter un bout de jambon ou d'animal infecté qui provient de là-bas, donc c'est quand même le plus gros risque de transmission. Et puis évidemment, bon, après ça, c'est de ne surtout pas s'approcher de sangliers ou de cochons dans les 48 heures si vous avez été dans les zones d'observation renforcée ou les zones, on va dire encore pire, si jamais il y a des gens qui y sont allés dans la zone infestée, surtout d'éviter un maximum ça, bien évidemment. Il va falloir respecter tout ce qu'on vous dit, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce que vont dire les autorités. C'est pour notre bien, c'est pour le bien de la chasse et du monde agricole aussi. Dans les zones de non-chasse, ne chassez pas, ne prenez pas le risque. Et surtout, jouez le jeu dans le cadre des déclarations. Si jamais vous trouvez, plus tôt on trouve un cadavre, parce que la plupart du temps, quand on trouve le cadavre, c'est pas forcément le premier. Ouais, c'est pas évident, donc il faut tout de suite le déclarer. Si vous avez un doute, c'est pas grave, personne ne vous en voudra. Mais voilà, déclarer, on va faire les analyses avec des précautions en fonction de l'endroit où vous vous situez pour le plus tôt canaliser et essayer de réagir en fonction de l'endroit où serait potentiellement la maladie. Donc voilà, géolocalisez et prévenez au NCFS et Fédération. Par rapport à la solidarité, on m'avait posé la question et on en avait parlé aussi un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc moi, je suis désolé, mais il faudrait mieux pas le faire, faire venir des gens de la Belgique, parce qu'aujourd'hui la Belgique elle est contaminée. Donc par contre, dans la zone d'interdiction de chasse où c'est que de la précaution en France, donc dans les départements et les 135 communes que j'ai citées, bon c'est sûr, il y a des mecs qui vont être frustrés. C'est la moindre des choses, voilà, ils attendaient de faire l'ouverture, ils ne vont pas pouvoir chasser. Donc peut-être on pourrait tenter de les inviter. La seule chose, c'est que voilà, ceux qui viennent de ces communes, donc déjà éviter pour les Belges, je suis désolé, dans la zone, pour ceux qui sont des zones contaminées ou qui ont pu passer, voilà, au bout d'un moment, il faut aussi qu'on se protège.
Par contre, voilà, pour tous ceux qui sont en France dans la zone de surveillance renforcée, pourquoi pas, mais voilà, soyez corrects. Si jamais vous invitez quelqu'un, c'est votre responsabilité. Faites en sorte qu'il arrive avec des vêtements extrêmement propres, que sa voiture ne fréquente pas le bois. C'est-à-dire que chez vous, il laisse sa voiture chez vous, vous le prenez dans votre voiture, la voiture ne rentre pas dans le bois. Le dernier, c'est l'asphalte grand maximum. Vous ne rentrez pas dans le bois avec une voiture qui a été dans les zones même d'observation renforcée. Il ne faut pas prendre de risques. Donc voilà, il faut que les gens arrivent avec leurs chiens propres. C'est con, mais c'est comme ça. Il faut qu'ils aient chiens propres s'ils ramènent des chiens, voitures propres s'ils ramènent leur voiture et encore pas dans le bois, et vêtements propres, quoi. Soyez vigilants là-dessus. On ne va pas les laisser dans la panade si jamais ils ne peuvent pas chasser. C'est bien malheureux et on serait bien content si ça nous arrivait à nous. Mais voilà, au moins, si on vous fait cette fleur-là, vérifiez d'être impeccable et de ne pas ramener les virus avec vous. Et puis après, dans tout le reste de la zone, il va falloir chasser sérieusement. C'est-à-dire que là-dessus, c'est un point important sur lequel je voulais revenir. Parce qu'on va nous parler, hein, les chasseurs, c'est nous, on est responsables avec les densités de population. Ça, c'est des conneries. Les densités de population, elles n'ont aucun rapport avec l'arrivée ou non de la maladie. On l'a vu, l'avancée, que vous ayez une forte densité de population ou une faible, ça avance d'un kilomètre, 1,5 kilomètre par mois. Ce ne sera jamais la raison et la cause de l'épidémie si elle arrive en France. C'est les erreurs humaines, les facteurs humains, les mecs qui font pas gaffe, qui roulent dedans en vélo, en camion, etc. et qui vont nous rapporter ça, ceux qui jettent de la nourriture contaminée, peut-être des chasseurs qui sont allés toucher ou des ramasseurs de champignons, j'en sais rien. Ça va être ça qu'il va falloir être vigilant, c'est pas les densités de population. Par contre, qu'on ne fasse pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas un facteur d'arrivée. Par contre, si la maladie arrive, s'il y a ce fameux bond de personnes irresponsables ou juste pas informées, etc., qui font arriver la maladie, plus la densité de population va être élevée et plus cette maladie va être dure à gérer, parce que chaque sanglier vivant, même contaminé, peut être un vecteur, et chaque sanglier mort en sera un aussi, puisqu'il va se faire manger par les autres. Donc plus il y a de sangliers à ce moment-là, si la maladie est là, et plus c'est délicat. Voilà. Donc là-dessus, le message il est clair et il doit être commun, j'espère, avec tout le message de la chasse, c'est il faut se faire plaisir. Avec la chasse, c'est tirer, enfin voilà, il va falloir les tuer potentiellement avant qu'ils meurent, j'en sais rien, mais voilà, éviter à tout prix. On verra bien comment ça se passe après. Je veux dire, c'est pas très compliqué, vaut mieux qu'on ait quelques années de disette. Peut-être c'est pas très compliqué de revenir à des densités de population si jamais on a tapé trop fort une année, mais par contre, clairement, si ça arrive, là, ça va être au moins une décennie de calme plat. Donc voilà, si on veut pas ça, aujourd'hui, il va falloir se responsabiliser. Et puis voilà, hein, si jamais elle arrive, c'est interdiction de chasse. Donc voilà, tant qu'on peut chasser, il faut le faire activement. Voilà, moi, si on me demandait mon avis, voilà, je serais la bête de tête. Parce que la bête de tête, il y a un gros risque de dispersion aussi des populations dans tous les cas si jamais on la prélève. Donc il faut continuer à respecter cette règle là et puis voilà, c'est tout pour le reste. Voilà, après chacun sa politique, mais honnêtement on aura l'air bien couillon si jamais on n'a pas été assez vigilant, et je pense que tout le monde le regrettera. Donc voilà, le reste on sait faire. Voilà les règles aussi, c'est évidemment de ne pas lâcher. Alors ça, c'est une règle qui nous est transmise, mais ne pas lâcher d'animaux, je vois pas comment c'est possible, c'est déjà interdit depuis très longtemps, c'est un animal nuisible qu'on peut pas lâcher. Donc bon, c'est une règle qu'on nous donne, mais elle est tellement évidente. Et puis systématiquement, prenez l'habitude de nettoyer vos mains quand vous rentrez de la chasse, nettoyez vos mains, vos vêtements, vos chaussures. Voilà, même chaque jour, tant pis. Mettez des Karcher dans vos cabanes de chasse, nettoyez-vous les chaussures, les vêtements, tout ce qui a été en contact. Et puis voilà, il faut prendre ces habitudes-là, parce que si ça arrive, ça va être beaucoup plus délicat et avec des mesures beaucoup plus complexes et des équipements plus complexes à avoir. Voilà les amis, donc encore une fois, c'était pas très marrant comme sujet, mais c'est important, voilà, que tout le monde soit informé et responsabilisé sur une maladie qui peut être potentiellement très lourde. On croise les doigts et on se serre les coudes, quoi. Voilà, et on se responsabilise. C'est un peu le message qu'il faut passer autour de vous. Tout le monde n'a pas internet, donc communiquez déjà beaucoup entre vous sur ces consignes.
Les fédérations vont communiquer aussi un maximum. Mais voilà, transmettez. Si vous entendez des gens qui vous disent l'inverse, voilà, je me suis vraiment longtemps renseigné sur cette maladie qui est très grave. Croyez-moi, voilà, c'est les consignes du moment. S'il y a autre chose, s'il y a des réactualisations, je ferai un maximum pour vous tenir informés. Mais voilà, il y a des fois des anciens qui n'ont pas Internet ou des gens qui ne sont pas encore informés ou des gens qui relativisent. On entend, c'est comme le nuage de Tchernobyl, ça ne va pas passer la frontière. Non, allez, responsabilisez-vous là, c'est du sérieux. Si on veut pas perdre énormément de choses, c'est maintenant qu'il va falloir être très très sérieux et montrer le meilleur aussi au grand public. Montrer qu'on n'est pas juste des consommateurs et qu'on est des acteurs de terrain, de la biodiversité, du respect et de la veille sanitaire également. Voilà, c'est notre rôle aussi. Voilà, là-dessus, je vous souhaite une excellente saison. Désolé pour ceux qui ne sont pas en mesure de le faire, mais voilà, ça risque d'arriver à d'autres malheureusement. Mais voilà, excellente saison à tout le monde. Et voilà, soyez vigilants. À bientôt, on se tient au courant. Salut les passionnés, je vous fais un petit rappel pour vous dire que désormais vous retrouverez l'intégralité de notre contenu et surtout l'exclusivité et la primeur de quelques vidéos sur le site www.rêvedechasse.com. Vous aurez bien sûr toutes nos vidéos et nos photos, une newsletter qui nous permettra donc de vous faire part des nouveautés directement sur votre boîte mail. Vous retrouverez également quelques articles qui nous permettent de réagir à l'actualité, vous informer des nouveautés et puis vous aurez aussi les moyens d'en savoir un petit peu plus sur nous si ça vous intéresse. Voilà, donc restez connectés, www.rêvedechasse.com et faites de beaux rêves de chasse. À bientôt.